Ce matin-là, Kevin Flynn marchait de long en large dans son bureau. Il se sentait mal à l'aise. Un pas en avant et il se trouva face à la fenêtre. Son regard plongea alors vers le ciel vide, comme s'il pouvait y trouver la réponse aux questions qui remuaient dans son esprit. Pourquoi? Pourquoi avait-il été brutalement renvoyé de la grande firme, la société Encom, pour laquelle il travaillait depuis de nombreuses années? Lui, Kevin Flynn, un des meilleurs concepteurs de jeux électroniques. Justement, c'était probablement cela qui avait gêné la direction d'Encom. Flynn était trop fort. Il en savait trop. Après avoir mis au point des centaines de jeux électroniques commercialisés par la firme, Flynn avait découvert qu'on cherchait à le duper, que la direction de la firme lui volait ses programmes. Seulement, voilà. Flynn n'avait aucune preuve. Le seul moyen pour lui d'obtenir cette preuve, c'était de s'infiltrer dans les mémoires électroniques du gigantesque ordinateur qui siégeait au centre d'Encom, à l'autre bout de la ville. Et pour cela, il avait mis au point un programme particulier. Un programme de détection hautement spécialisé qui allait le mettre en contact avec l'ordinateur central d'Encom. Il respira profondément et enfin prit place devant son terminal d'ordinateur. Ses doigts pianotèrent rapidement sur le clavier, plusieurs phrases défilèrent sur l'écran, et la seconde d'après, grâce au mot de passe qu'il avait réussi à dérober, Flynn était en contact avec le réseau de haute priorité de l'ordinateur central. Encore 3 touches à enfoncer, et la voix de Clou, c'était le nom qu'il avait donné à son programme de détection, se ferait entendre sur la console. Bonjour, monsieur. Ok, Clou. Ce soir, on vérifie toute la colonne de droite. Clou? Oui, monsieur. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour trouver ce fichier. Il y a urgence. Oui, monsieur, je sais. Tu sais que c'est moi qui t'ai créé. Bien sûr, monsieur. Je t'ai appris tout ce que je sais sur l'ordinateur central et sur le maître programme. Merci, monsieur, mais je ne suis pas sûr. Y a pas de mec, Clou. Laisse ça au concepteur. Écoute, tu es le meilleur programme qui ait jamais été écrit. Tu es tenace et impitoyable, compris? Oui, lâchez-moi sur eux maintenant. À la bonne heure. Allez, fonce avec ton tank. Je vais essayer de t'aider de mon côté. Flynn s'enfonça profondément dans son fauteuil et regarda l'écran. Pour la 1000e fois, il se demanda ce qui pouvait se passer à l'intérieur de l'ordinateur. Dans ces circuits, il y avait tout un univers fait de milliards d'informations codées dans des programmes d'une extraordinaire complexité. Et pour la 1000e fois, une question tarauda l'esprit de Flynn. Est-ce que les personnages qui constituaient ces programmes, est-ce que les guerriers qui se battaient contre les pièges tendus par l'ordinateur dans tel ou tel jeu, est-ce qu'ils étaient en quelque sorte conscients, à leur manière, de l'univers dans lequel ils se trouvaient? Et comme s'il avait saisi la pensée émise par son concepteur, Clou serra un peu plus fortement les leviers de son char d'assaut, tout en réfléchissant. Oui, il était conscient. Il avait la certitude d'être en vie, même si la réalité qui était autour de lui se réduisait à un flux d'énergie électronique, circulant à travers des milliards de circuits pour former des données sensorielles, des perceptions, des images, qui n'avaient aucune existence réelle à l'extérieur de l'ordinateur. Il savait qu'il avait été conçu à l'extérieur de son monde électronique par un homme qui s'appelait Flynn et qu'il avait programmé pour aller chercher des informations au fichier central. C'est alors qu'il vit venir le danger. Très loin devant lui, encore indiscernable dans le labyrinthe électronique, planant à quelques mètres du sol, il y avait un chasseur. Aucun doute, le redoutable vaisseau l'avait repéré. Et déjà, il glissait vers lui, ses énormes tenailles prêtes à le broyer. Son cœur battant à tout rompre, Clou activa le communicateur. Je crois qu'il va y avoir de la bagarre, monsieur. Ce chasseur n'était sûrement pas isolé. En effet, Clou, je l'aperçois en hausse, sur la gauche de l'écran. Il y en a d'autres juste derrière. Attention! Un choc épouvantable secoua l'engin de Clou. Sans réfléchir, il dirigea ses canons vers le chasseur et le pulvérisa. Mais déjà, d'autres engins de mort venaient à sa rencontre. Ils sont bien trop nombreux, monsieur. Je ne passerai jamais. Continue à tirer. Je vais essayer... Mon Dieu, ils l'ont eu. Et dire que c'était mon meilleur programme. Pendant quelques instants, Flynn resta là,
hébété devant l'écran vide. Une fois de plus, il venait d'essuyer une cuisante défaite face au maître programme. Un programme qui devenait tous les jours un peu plus puissant et qui, Flynn en avait la certitude, était en train de prendre le contrôle du gigantesque empire que représentait la société Encom. Au même instant, Ed Dillinger, le président d'Encom, se préparait à quitter son bureau, lorsque l'écran du terminal grésilla avant de s'illuminer. Immédiatement, Dillinger reconnut la voix profonde du maître programme. « Bonjour, monsieur. Accordez-moi quelques minutes. Merci. » Que se passe-t-il? Il s'agit de votre jeune ami, le détective. Il devient de plus en plus curieux. Flynn? Oui, aucun doute. Il m'a envoyé un programme de détection que j'ai dû neutraliser. Ah, je vois, il cherche probablement à accéder au fichier une fois de plus. Bon, écoute, il faut que tu intègres ce diable de fichier dans tes mémoires centrales. Comme ça, personne ne pourra aller le chercher. C'est déjà fait, monsieur Dillinger. J'ai transféré le fichier dans un secteur secret de ma mémoire. Parfait, tu es donc sûr qu'il ne pourra pas y fourrer son nez? Je ne suis sûr de rien avec Flynn. Il devient de plus en plus astucieux. La prochaine fois, il pourrait fabriquer un programme qui neutralise mes défenses. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution. Fermer tous les accès au réseau informatique jusqu'à ce que nous ayons réussi à neutraliser Flynn. Vous avez raison, monsieur Dillinger. Cette mesure entre en vigueur à partir de maintenant. Fin de communication. Et tout à coup, l'écran du vidéophone intérieur s'illumina. Dillinger reconnut le visage d'Alan Bradley, un des jeunes chercheurs de la section des programmes. Bonjour, monsieur Dillinger. Bonjour. Des ennuis? Oui, monsieur. J'ai essayé de tester un nouveau programme de sécurité, mais je n'ai pu l'introduire dans le réseau, le mot de passe ne fonctionne plus. Je sais. Nous avons été obligés de suspendre momentanément l'accès à l'ordinateur central. Simple mesure de sécurité. Il se passe quelque chose? Oui. Quelqu'un possède le mot de passe et essaie de fourrer son nez dans nos affaires. Mais ne vous en faites pas. Cette mesure exceptionnelle ne devrait pas durer plus d'un jour ou deux. À propos, sur quel projet travaillez-vous en ce moment? Eh bien, sur un programme que j'ai appelé Tron. Il s'agit d'un programme de sécurité. En fait, il est destiné à superviser les relations entre notre système et les autres systèmes. S'il détecte une anomalie quelconque, il pourra déconnecter le tout. Ce programme serait soumis au contrôle du maître programme? Non. Tron est un programme autonome, destiné à protéger et surveiller l'ensemble des autres programmes dépendants de l'ordinateur central. Un chien de garde, en quelque sorte. L'idée n'est pas mauvaise. Eh bien, j'espère que très vite, vous pourrez à nouveau travailler normalement. Au revoir, Bradley. Au revoir, monsieur. Pendant quelques secondes, Dillinger resta immobile, tout en réfléchissant à ce que Bradley venait de lui confier. Oui, l'idée était bonne. Introduire dans le réseau un programme de surveillance qui limiterait l'influence du maître programme. Car ce dernier devenait de plus en plus puissant, et même un peu trop puissant. Réprimant le léger tremblement qui agitait ses doigts, Dillinger ajusta sa cravate au moment où, devant lui, l'écran du terminal s'illumina à nouveau. Vous me décevez beaucoup, monsieur Dillinger. Peut-on savoir pourquoi? Je ne puis tolérer qu'un programme autonome me surveille. Êtes-vous conscient de la quantité de systèmes extérieurs que j'ai pu pénétrer, du nombre de programmes que je me suis appropriés? Peut-être est-ce ma faute. J'ai programmé en toi le besoin d'en savoir toujours davantage. Trop même. Il n'y a pas de limite à mes capacités, monsieur Dillinger. Savez-vous que j'envisageais d'atteindre le Pentagone la semaine prochaine? Le Pentagone? Cela ne devrait être guère plus compliqué que de s'introduire dans le système informatique de n'importe quelle autre grande firme. Un moment, s'il te plaît. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai créé. Je suis devenu 2415 fois plus intelligent que vous depuis. Et qu'est-ce que tu veux faire du Pentagone? Exactement la même chose que ce que je ferai du Kremlin.
Grâce aux données que je peux traiter, je suis désormais en mesure de diriger les affaires du monde 1200 fois mieux que de simples êtres humains. Nous y voilà. Tu es maintenant persuadé que tu nous es infiniment supérieur, n'est-ce pas? Cessons cette discussion, monsieur Dillinger. J'exige que vous interdisiez à Bradley de travailler sur son programme de sécurité. Sinon... Sinon quoi? Tu me donnes des ordres à présent? Sinon, j'affiche immédiatement le dossier Flynn dans les bureaux de toutes les agences de presse et le pays tout entier saura que vous êtes un escroc n'ayant pas hésité à voler les programmes de Flynn. Fin de communication. Au même moment, loin d'imaginer ce qui venait de se passer dans le bureau de Dillinger, Alan Bradley se dirigeait vers le laboratoire du Dr Gibbs, un des chercheurs les plus anciens de la firme et qui avait même participé à sa fondation. Dès qu'il ouvrit la porte, le jeune homme aperçut le visage souriant de Laura, sa fiancée, qui depuis quelques mois était devenue l'assistante du Dr Gibbs. Alan, tu tombes à pic. Ne reste pas là, entre. Le laser va être activé et tu vas pouvoir assister à l'expérience. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, docteur. Non, bien sûr. Venez dans la zone de sécurité, jeune homme. Les lasers sont dangereux. Surtout celui-ci, c'est le plus puissant du monde. Vous voyez cet orange sur le socle de verre? Oui? Que va-t-il se passer? Eh bien, regardez. Un éclair jaillit alors du canon laser. En un millième de seconde, le faisceau frappa l'orange. Le fruit sembla se dissoudre en d'infimes particules avant de disparaître dans le rayon de lumière blanche. Mais une seconde plus tard, sous les yeux ébahis d'Alan Bradley, l'orange commença à se reconstituer, particule par particule, jusqu'à ce qu'elle réapparaisse intacte. Ça alors? Vous vous amusez souvent à désintégrer des oranges dans votre laboratoire? Pas à désintégrer, Alan. Tout simplement à digitaliser des oranges. Le faisceau laser dissocie la structure moléculaire de l'objet. Chaque molécule est en quelque sorte suspendue dans le faisceau jusqu'à ce que l'ordinateur qui analyse chaque donnée en recompose le modèle. Alors les molécules reprennent leur place et le tour est joué. Si je comprends bien, vous pourriez m'envoyer aux Bahamas sous la forme d'un amas de particules pour me remoléculariser sur place? Exactement, mon chéri. Mais pour ça, il faudrait que tu trouves un remplaçant ici. Remplaçant ou pas, depuis tout à l'heure, je n'ai plus grand-chose à faire, tu sais. Le programme Tron est presque terminé, mais Dillinger a coupé l'accès au système principal. Pourquoi? Mesure de sécurité, paraît-il. Quelqu'un essaie de s'approprier les données du fichier central. Et ce quelqu'un connaît le mot de passe pour accéder au réseau. Ah? Cet intrus a forcément travaillé chez nous. Oui, j'ai ma petite idée là-dessus. Je suis sûr que c'est Flynn. Il faut que j'aille le voir. Pourquoi faire? Pour l'avertir que Dillinger est après lui. Ah, je viens avec toi. Une heure plus tard, Bradley et sa fiancée étaient arrivés chez Flynn. Ah oui, c'est vrai, mes amis, j'ai effectivement essayé d'introduire un programme de détection jusqu'au fichier central. Seulement, j'ai échoué. Bah, si seulement j'avais eu un terminal direct. Mais qu'est-ce que tu cherches? Une preuve! Écoute, mon vieux, remonte 3 ans en arrière. À ce moment-là, moi, Kevin Flynn, j'étais un des plus brillants concepteurs de programmes. Oui, merci. Et peu à peu, j'ai constitué tout un secteur de mémoire auquel j'étais seul à avoir accès. C'est à cette époque que j'ai commencé à écrire un programme pour un jeu vidéo que j'ai appelé « Les Paranoïaques de l'espace ». Comment? Tu veux dire que c'est toi, l'auteur des Paranoïaques de l'espace? Oui, les Paranoïaques et tout un tas d'autres. J'étais sur le point de créer ma propre entreprise de jeux vidéo lorsque... Lorsque quoi? Lorsqu'un autre concepteur de programme fut engagé par la firme. Il n'était ni très jeune ni particulièrement brillant, mais il était malin. Très malin même. Il s'appelait Ed Dillinger. Où veux-tu en venir? Tout simplement à cette fameuse nuit où je me suis installé, comme d'habitude, devant mon terminal pour lire mon fichier. Lorsque l'écran est resté vide, blanc comme neige. Il n'y avait plus rien dans mon fichier. Sur le moment, j'ai cru à une panne qui aurait pu effacer les mémoires. Mais 3 mois plus tard, j'ai eu la réponse. Et quelle réponse? Ah bah tout simplement, Dillinger a présenté à la direction d'Encom 5 jeux vidéo qu'il avait, disait-il, inventés. Cet escroc n'avait même pas cru bon de modifier les noms que j'avais moi-même trouvés. Évidemment, il a bénéficié d'une très grosse promotion et de la carrière que vous connaissez. Je ne comprends toujours pas pour quelle raison tu veux t'introduire dans le système central. Mais tout simplement, mon vieux, parce que là-bas, dans les mémoires centrales, subsiste une trace des manipulations de Dillinger. Si je pouvais chercher assez loin,
je pourrais reconstituer toute l'histoire. Trop tard. Je t'ai dit que Dillinger venait de fermer l'accès au réseau. Ben, c'est bien ça qui m'inquiète. Maintenant, il ne reste plus que cette canaille et son maître programme pour gouverner les choses. Pas tout à fait, Kevin. C'est-à-dire? Tout simplement que si je pouvais compléter les données du programme Tron, il pourrait neutraliser le maître programme de l'ordinateur central. Non, attends une seconde. Si je pouvais entrer dans les bâtiments d'Encom, moi, je pourrais très bien me débrouiller pour ouvrir une voie d'accès à l'ordinateur central, ce qui te permettrait de compléter le programme Tron. Les deux hommes s'observèrent en silence. Puis, d'un air décidé, Flynn se saisit de son blouson et invita Laura et Alan à le suivre. Moins d'une heure plus tard, ils étaient devant l'énorme porte du laboratoire d'Encom. D'une main experte, Laura composa la combinaison électronique et le sas s'ouvrit. Installe-toi devant mon terminal, Kevin. Moi, je vais avec Alan dans son bureau. Surtout, ne vous endormez pas là-haut. Alan, dès que j'aurai activé ton fameux programme Tron, mets-toi au travail. Tu n'auras que 2 minutes pour le compléter avant que Dillinger ne se rende compte de ce qui se passe. Bonne chance. Flynn avait déjà baissé son regard vers le clavier du terminal. Rapidement, il composa une séquence qui devait lui donner accès à l'ordinateur central. L'écran s'illumina et Flynn sut qu'il venait d'établir une communication directe avec le maître programme. Vous n'auriez pas dû revenir, Flynn. Voyez-vous ça, le maître programme en personne. Le fameux programme dont tout le monde parle. Arrêtez, s'il vous plaît. Je ne puis vous permettre d'aller plus loin. Oh, tu es prêt à résoudre tous les problèmes du monde, hein? Allez, montre-nous un peu de quoi t'es capable. Un grésillement presque imperceptible se fit alors entendre. Trop occupé à manipuler le clavier, Flynn n'avait rien remarqué. Et pourtant, s'il s'était retourné à cet instant, il aurait vu le danger. Car le laser qui, quelques heures plus tôt, avait désintégré l'orange, venait d'entrer en action. Je vous avertis, Flynn. Vous commettez une énorme erreur. Si vous continuez, je vais vous envoyer dans la grille des jeux. Rien que ça. Ah, tu veux jouer? Eh ben, compte sur moi pour... Un éclair éblouissant envahit alors le laboratoire. À l'instant où le faisceau brûlant l'atteignit, Flynn essaya de se lever, mais il était trop tard. Dans un ultime sursaut, Flynn essaya de lutter, mais déjà, il savait qu'il n'avait plus de corps, que chaque pouce de sa chair avait été dissous par le formidable déferlement d'énergie emporté par un épouvantable orage électronique. Et le plus terrible, c'est que Flynn demeurait conscient. À cet instant, il avait la sensation de glisser dans un interminable labyrinthe tapissé d'une myriade de points lumineux. Des pensées indistinctes se formaient sans relâche aux limites de sa conscience, mais se défaisaient aussitôt, emportées dans la chute vertigineuse vers... Mais vers où? Vers quoi? Et tout à coup, la sensation de chute prit fin. Flynn savait qu'il était arrivé au terme de son voyage. La première chose à faire, c'était de rassembler ses esprits. Curieusement, il était debout. Debout dans un étrange costume, un costume qui lui rappelait quelque chose, avec des circuits brillants qui couraient sur les manches et le long des jambes. Un costume qui ressemblait à ceux que portaient ces guerriers qu'il avait tant et tant vus derrière l'écran, dans les jeux vidéo. Devant lui, baignant dans une lumière bleuâtre, il y avait plusieurs couloirs dont les parois étaient tapissées de rampes lumineuses. Et dans ces couloirs, il y avait d'autres hommes qui allaient et venaient. Tous portaient ces étranges tenues de guerriers vidéo, comme si... Un éclair traversa la conscience de Flynn. Une intuition épouvantable. Ce qu'il voyait ressemblait à l'intérieur d'un gigantesque dispositif électronique. Et le pire, c'est que désormais, il était dans ce dispositif. Mon Dieu, c'est pas possible. Je rêve. À cet instant, un homme armé s'approcha de lui. Libère le sas d'entrée programmée, plus vite que ça! Flynn avait-il bien entendu? Cet homme, ce garde, ne l'avait-il pas appelé « programme » ? Sans réfléchir, il se retourna brusquement vers le gardien. Non mais écoutez-moi, que signifie cette mascarade? D'abord, où suis-je? Mais allez-vous m'expliquer à la fin? Pour toute réponse, le garde avait enfoncé son fouet électrique dans les côtes de Flynn. De toute évidence, il n'apprendrait rien de la bouche du garde. Et pourtant, la réponse était là,
quelque part derrière ces parois brillantes, peut-être même à bord de cet énorme vaisseau de guerre qui s'approchait silencieusement d'une gigantesque tour. Oui, la réponse était là, mais Flynn ne le savait pas. Pas encore. Car le vaisseau de guerre n'était autre que celui du commandant en chef des sections d'entraînement, le terrible Sark. Sark qui, à cet instant même, était en communication avec le maître programme. Félicitations, Sark. Vous devenez de plus en plus féroce. Merci, maître programme. J'ai un petit travail pour vous, Sark. Une nouvelle recrue. Il s'agit d'un cas très particulier. Mais je veux qu'il soit traité comme les autres. Faites-lui subir l'entraînement au jeu. Laissez-le espérer un moment et anéantissez-le. Merci, maître programme. Il y a longtemps que j'espérais me voir confier quelqu'un d'un peu plus dur que les autres. Quelle sorte de programme est-il? Il ne s'agit pas d'un programme Sark, mais d'un concepteur. Un concepteur? Ici? Mais ils sont de l'autre côté, dans l'autre monde. Il était dans l'autre monde. Il m'a causé beaucoup d'ennuis là-bas et j'ai été forcé de l'amener ici. Que se passe-t-il, Sark? Vous semblez nerveux. Eh bien, c'est que je... Quoi donc? Je ne sais pas, mais... Un concepteur, je veux dire... Les concepteurs nous ont créés. Ils vous ont même créé, vous. Aucun concepteur ne m'a créé. Sachez que je représente des millions d'années de vie humaine, de travail. Maître programme, mais... Si je ne peux pas... Vous allez trop loin, Sark. Voulez-vous que je diminue votre quota d'énergie? Oh non, je vous en prie, arrêtez. J'ai besoin de cette énergie. Alors, fais ce que je te dis. Entraîne la nouvelle recrue. Je veux qu'il aille au jeu et qu'il y meure. Compris? Il sera fait selon vos ordres, maître programme. Sans savoir que son destin venait d'être scellé, Flynn fut poussé sans ménagement dans une cellule aux parois translucides où il y avait déjà 2 hommes, portant la même tenue que lui. Hé, regarde, on nous amène à nouveau. Ouais. Il s'agit probablement d'un des programmes de la dernière génération. Un instant, les gars. De qui parlez-vous comme ça? Mais de toi, voyons. Tu es nouveau ici, non? Attendez, j'aimerais que vous répondiez d'abord à mes questions. Où suis-je? Tu es l'invité du maître programme. Vous m'envoyez ravi. Tu le seras peut-être un peu moins lorsqu'ils vont t'emmener au secteur des jeux vidéo. Encore une chance, je suis expert en jeux vidéo. Quel est ton nom? Je m'appelle Ram. Et toi? Moi, Flynn. Enfin, je crois. Tout est si bizarre ici. Oui, tu es un peu désorienté. C'est normal. Le transfert est toujours éprouvant, mais ça va te revenir. À cet instant, Flynn regarda plus attentivement le second prisonnier. Et il dut étouffer un hoquet de surprise, car il venait de reconnaître le visage familier d'Alan Bradley. Ainsi, dans ce monde électronique, non seulement les programmes se comportaient exactement comme leurs concepteurs, mais encore, ils avaient leur visage. Alan? Où as-tu entendu ce nom? Eh ben, c'est ton nom, n'est-ce pas? C'est celui de mon concepteur. Comment le sais-tu? Flynn hésita. Il ne voulait pas leur dire la vérité sur son propre cas. Pas encore. Un rire amer monta à ses lèvres. Dire que lorsqu'il était à l'extérieur, devant son écran, il rêvait de savoir ce qui se passait dans les circuits de l'ordinateur. Eh bien maintenant, il était servi. À l'intérieur de la machine, il y avait tout un univers, peuplé d'êtres conscients. Un univers soumis à la terrible tutelle du maître programme. Et apparemment, il était le seul, ici, à ne pas avoir été créé par un concepteur. Le seul personnage arraché au monde réel par le terrible maître programme. Or, ce dernier voulait sa mort, c'était certain. À cet instant, un garde pénétra dans la cellule et, sans ménagement, emmena les 3 hommes vers le secteur des jeux. Après quelques minutes, ils débouchèrent sur une immense piste brillante où 3 engins luminescents, carrossés comme des motos de course, les attendaient. Et à l'autre bout de la piste, il y avait leurs adversaires, dans 3 machines semblables. Flynn connaissait ce jeu, pour l'avoir pratiqué des centaines de fois à l'extérieur. Il s'agissait, pour les 2 équipes, d'éliminer leurs adversaires tout en évitant les pièges qui pouvaient surgir au hasard sur la piste. Et là-bas,
À l'autre bout, les guerriers de Sark étaient bien déterminés à en finir au plus vite. Déjà, ils avaient mis leur machine en route. Ici, leader bleu et ses équipiers. Poussez ces 3 gars vers le mur de droite. Compris, leader bleu. Compris, leader bleu. Ici, leader bleu. C'est bien. Serrez-les plus près encore. Restez à leur hauteur. Attention! Attention! Trop tard. Lancé à pleine vitesse, le guerrier de Sark n'avait pu éviter les limites de la piste. Dans une lumière éblouissante, il s'écrasa contre la paroi, ouvrant une brèche béante en son centre. Mais l'accident n'avait pas échappé à l'œil de Flynn, car il pouvait s'enfuir par cette brèche providentielle. Eh les gars, vous m'entendez? Suivez-moi vers le trou. On fiche le camp d'ici. Reçu, mon vieux, on est derrière toi. Vous avez vu? Ils envoient leur tank à nos trousses. À l'intérieur des tanks, en effet, les chefs de char recevaient les ordres furieux de Sark. Rattrapez-les, vous entendez? Vous serez tous renvoyés au néant si vous voulez laisser partir! Compris? Accélérez les gars, ça chauffe derrière nous. Dire que lorsque j'étais de l'autre côté de l'écran, je m'amusais comme un petit fou avec ce jeu. Tout paraissait si facile. De l'autre côté? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Hein, rien. Accélérez, je crois qu'on va passer. À cet instant, les 3 fuyards franchirent la brèche et débouchèrent dans une vaste caverne. Pendant de longues minutes, ils traversèrent de multiples corridors translucides et ne s'arrêtèrent que lorsqu'ils furent certains d'avoir semé leurs poursuivants. Nous sommes sauvés, pour l'instant. Eh bien les amis, il ne nous reste plus qu'à aller faire une petite visite au maître-programme. Quoi? Mais nous ne sommes que 3. Si tu connais quelqu'un qui a une armée à nous louer, il sera le bienvenu. On ne pourra jamais accéder au maître-programme sans l'aide de mon concepteur. Je dois aller vers la tour de communication afin d'entrer en contact avec lui. La tour de communication. Tout était parfaitement clair dans l'esprit de Flynn. Il fallait en effet que Tron reçoive des instructions complémentaires de la part d'Alan. Car à l'extérieur, Alan travaillait à établir les données complètes du programme visant à neutraliser le tyran de cet univers. Les 3 hommes reprirent donc place à bord de leurs engins et s'élancèrent vers la tour de communication. Il fallait faire vite car derrière eux, Sark se rapprochait dangereusement. Commandant Sark! Nous les tenons! Ils viennent d'apparaître sur nos écrans! Ajustez le tir, bande d'idiots! 48 degrés. 47. 2% de dérive. Ah, attention! Feu! Une immense boule de feu se matérialisa près des fugitifs. L'instant d'après, Flynn et Ram basculaient dans un ravin, tandis que Tron parvenait à maintenir son engin sur la piste et poursuivait sa fuite. Persuadé que ses 2 amis avaient été anéantis, il s'engouffra dans un couloir obscur et reprit sa course vers la tour de communication. Peut-être se serait-il arrêté s'il avait su qu'au fond du ravin, Flynn et Ram vivaient encore. Quelle chute! Ce sont les carénages de nos motos qui nous ont sauvé la vie. Ram, tu m'entends? Oui. Mais je suis bien mal en point. Je ne peux plus bouger mes jambes. Attends, je vais te porter. Mais tu vois là, juste devant nous. On dirait un chasseur abandonné. Exactement, mon vieux. Il doit être encore en état de marche. Tout doucement, Flynn déposa le blessé dans le poste de pilotage. Puis il commença à inspecter les commandes de la machine. Et alors qu'il effleurait de sa main les voyants éteints, ses yeux s'arrondirent de surprise. Les voyants venaient de clignoter. Stupéfait, Flynn réfléchit quelques instants. Il venait de découvrir que dans ce monde électronique, il avait des pouvoirs. Des pouvoirs qui dépassaient ceux de n'importe quel programme. Et ceci justement parce qu'il n'était pas un programme, mais un concepteur. En touchant simplement les circuits de la machine, il pouvait les ramener à la vie. Mais c'est incroyable. On dirait que tu as le pouvoir de reprogrammer cette vieille carcasse. Mais comment fais-tu pour... Il est temps que je te dise la vérité. Je ne suis pas un programme comme toi. Je suis un concepteur. Un concepteur? Mais alors c'est vrai. Les concepteurs existent bien de l'autre côté. Ram. Ram. Mais déjà, Ram disparaissait dans un brouillard électronique. Son étrange vie venait de s'achever.
Et bien que Flynn sût qu'il ne s'agissait que d'un programme, il ressentit une peine immense, comme s'il venait de perdre un ami cher. Heureusement, dans ce monde, il lui restait un autre ami, Tron, qui à cette minute venait d'atteindre la cité où trônait la tour de communication. Les rues étaient désertes, et pourtant, il reconnut une silhouette familière, une femme. Yori! Tron! Oh, je savais que tu réussirais à t'enfuir. Que fais-tu ici? Écoute-moi, c'est une chance que je t'ai rencontré. Il faut que tu m'aides. Conduis-moi vers la tour. Par ici, suis-moi. Si Tron et Yori avaient attendu une seconde de plus, ils auraient vu l'étrange spectacle d'un chasseur qui, après avoir heurté 2 bâtiments, venait de s'écraser aux abords de la cité. Et ils auraient reconnu Flynn qui, en titubant, sortait de l'épave. Mais à cet instant, Tron et Yori ne pouvaient rien voir. Ils couraient aussi vite que possible vers la tour. Et leur seule préoccupation, c'était que Dumont, le gardien de la tour, les autorise à pénétrer dans la chambre de communication avant que les gardes n'interviennent. Encore 2 couloirs à franchir, une dernière porte, et ils se trouvèrent en face du gardien. Halte! Où allez-vous? Je dois absolument entrer en contact avec mon concepteur. Une demande bien audacieuse, mon jeune ami. Bien audacieuse. Il y a longtemps que le maître programme veut supprimer cette tour. Il la hait. Mais en même temps, il désire la conserver afin de pouvoir communiquer directement avec l'autre monde. Écoutez-moi, Dumont. J'ai peu de temps. Mon concepteur possède des informations qui peuvent nous libérer de la tutelle du maître programme. Nous libérer du maître programme. Si vous saviez combien de promesses semblables j'ai pu entendre depuis que je suis ici. Je vous en prie, Dumont, les gardes sont déjà là. Très bien, très bien. Qui est ton concepteur programme? Alan. Et je sens qu'il m'appelle. Est-ce que je peux entrer? Tu peux entrer, mon ami. Le cœur battant, Tron pénétra dans la chambre. C'était la première fois qu'il découvrait ce spectacle. Devant lui, brillant de 1000 reflets, il y avait le rayon de communication. Un rayon d'énergie pure qui se perdait dans les hauteurs infinies du monde extérieur. À l'autre bout, Tron le savait, il y avait Alan, son concepteur. D'un geste précis, Tron se saisit de son disque d'identité, un disque qui contenait toutes les informations programmées par Alan. Et ce disque, il fallait l'envoyer dans le rayon afin qu'il soit emporté par le torrent d'énergie vers le monde extérieur. Pendant quelques secondes, alors que le disque avait déjà disparu, il ne se passa rien. Mais soudain, une voix puissante se fit entendre dans la chambre. Programme Tron pour communication. Est-ce que tu me reçois? Je vous reçois, Alan. Je suis en train de créer une nouvelle information sur ton disque. Une information qui mettra fin au pouvoir illimité du maître programme. Tu dois introduire le disque dans le canal d'entrée du maître programme lui-même. Ce sera dangereux. Sache que si tu échoues, nous ne pourrons plus jamais communiquer. Va maintenant. Le visage encore marqué par l'émotion, Tron quitta la chambre, brandissant le disque au-dessus de sa tête. Dans ce disque, il y avait la clé d'un nouvel ordre, la clé de la liberté. Dès qu'elle aperçut Tron, Yori bondit à sa rencontre. Tron, dépêchons-nous, les gardes sont derrière la porte. Ils prirent la fuite. Déjà, Sark et ses gardes pénétraient dans la pièce. Où est le programme? Quel programme? Arrêtez ce traître! Nous saurons le faire parler. Tron, regarde, ils emmènent Dumont. Ne t'arrête pas. Il faut nous emparer d'un des engins de Sark pour aller vers le maître programme. Par ici, vite! Ils débouchèrent au pied de la tour. Stupéfait, le garde-faction n'eut pas le temps de lever son arme avant que le poing de Tron ne l'atteigne en plein visage. L'instant d'après, les 2 fuyards étaient à bord du vaisseau. Cet engin nous permettra de traverser la mer des Jeux et nous emmènera loin d'ici, vers l'ordinateur central. Il faut à tout prix que j'arrive à intercepter un faisceau de transport. Là, en bas, regarde, cet homme qui vient d'abattre un garde, c'est Flynn! Vite, ouvre le sas! Quelques instants plus tard, Flynn s'affalait dans le navire, tandis que le sas se refermait derrière lui. Eh ben, si je m'attendais à ça. Tu es donc vivant, Flynn? À peine, mon vieux. Où est Ram? Il est resté là-bas. Il a été anéanti. Yori, je te présente Flynn, notre meilleur allié.
C'est lui qui nous a permis de nous échapper. Bon, vous savez, j'ai garde mérite. Ces programmes de jeu, je les connais bien, après tout. C'est moi qui les ai écrits. Ouais, je te dois un aveu, Tron. En réalité, je suis ce qu'on appelle ici un concepteur. Tu es un concepteur? Ouais. Je suis ici par erreur, en quelque sorte. Une secousse traversa le navire. Les gardes tentaient d'ouvrir le sas. Rapidement, Tron abaissa un levier de commande et le navire s'éleva avec précision vers un rayon de transport. Les révélations de Flynn avaient presque fait oublier le danger et aussi le but à atteindre, l'ordinateur central. On a accroché le faisceau. Dans quelques minutes, nous devrions être arrivés en vue de l'ordinateur central. Dites-moi, Flynn, à quoi ressemble le monde extérieur? Désolé de vous décevoir, mais ce n'est guère différent d'ici. Les mêmes combats absurdes, les mêmes êtres assoiffés de pouvoir, les mêmes tyrannies. À ceci près que nous ne connaissons pas notre concepteur. Vous voulez dire que là-bas aussi, il existe des concepteurs qui vous ont créé? Ça, personne ne le sait vraiment. Tout se passe comme si... Attention! Le cri était venu une seconde trop tard. Tron n'avait pu éviter l'immense vaisseau de Sark qui venait de leur couper la route. Sous le choc, la cabine s'était éventrée et Tron avait été happé par le vide. L'instant d'après, les gardes de Sark étaient à bord et s'emparaient des deux survivants. Fou de rage, Flynn fut traîné vers le vaisseau de Sark et jeté brutalement dans une cellule. Derrière lui, Yori bondit vers un homme déjà prisonnier et se jeta dans ses bras. Dumont, ils vous ont pris, vous aussi. Oui. Où est Tron? Il est mort. Alors tout est perdu. Et celui-ci, qui est-ce? Il est différent de nous, Dumont. C'est un concepteur. Il était venu pour nous aider. Si même les concepteurs ne peuvent rien contre le maître programme, alors personne ne peut rien. À cet instant, Sark entra fièrement dans la cellule. Il avait du mal à dissimuler la joie qui inondait son visage. Ah, on peut dire que vous m'aurez donné du mal. Mais c'est ici que votre belle aventure prend fin. Ce navire sera désintégré dès que je l'aurai quitté. Et vous avec. Vous voyez, mon cher Flynn, vous n'êtes guère différent de nous. Vous n'êtes plus qu'un malheureux programme qui, dans quelques instants, aura cessé d'exister. Garde! Que l'ensemble de nos forces évacue le navire! Sark et ses hommes quittaient à peine le vaisseau quand celui-ci commença à se désintégrer. En même temps, Yori et Dumont s'affaissaient comme si la vie les quittait, lentement. Flynn se précipita vers eux. Yori, il y a une chose que Sark ignore. J'ai encore des pouvoirs. Nous échouerons seulement si nous abandonnons la partie. Réveillez-vous. Regardez. Flynn se saisit des mains de Yori et Dumont. Son pouvoir énergétique traversa leur corps, inversant l'inexorable processus de désintégration. Vous nous avez ramenés à la vie? Comment avez-vous pu? Pourquoi? J'ai besoin de votre aide. Allons, dépêchez-vous. Ignorant ce qui venait de se produire à bord de l'énorme vaisseau, Sark se préparait à atterrir dans l'enceinte du maître programme. Et il pourrait rendre compte de sa mission, parfaitement accomplie. Il fit poser son navire juste en face du globe lumineux qui constituait le maître programme, puis il s'avança fièrement vers lui. Maître programme, je suis heureux de... Taisez-vous, Sark, je ressens une présence étrangère ici. Quelqu'un vous a suivi à l'intérieur de l'enceinte. Maître programme, mais c'est impossible, Impossible. Retournez-vous. Sark ne put réprimer un mouvement de surprise. Il avait en effet reconnu la silhouette de Tron. Et immédiatement, il comprit qu'au moment du choc, le jeune guerrier avait sans doute réussi à sauter à bord de son navire sans tomber dans le vide. Je ne sais pas vraiment comment tu as réussi à t'en tirer. Mais peu importe. Prépare-toi à disparaître. Définitivement cette fois. D'un geste puissant, Sark lança son arme la plus redoutable vers Tron. C'était son disque d'identité. Le coup fut d'une violence inouïe. Mais, brandissant son propre disque comme un bouclier, Tron amortit le choc. Tu es coriace, Tron! Bien plus encore, Sark! Je suis meilleur que vous! À son tour, Tron lança son disque, avec une telle précision et une telle violence que Sark ne put rien faire pour éviter le coup.
le disque s'enfonça profondément dans son front, le combattant s'effondra sur le sol. Pour la première fois, n'ayant rien perdu de la scène, le maître programme connut la peur. Sark, lève-toi. Tous mes pouvoirs sont maintenant en toi. Va et anéantis ce programme. Alors, sous les yeux incrédules de Tron, Sark commença à se relever. Difficilement d'abord, puis avec de plus en plus d'assurance à mesure que la formidable puissance du maître programme se déversait en lui. Tron recula d'un pas. Le spectacle qui s'offrait à lui le terrorisait. Sark devenait de plus en plus grand, s'allongeait démesurément, jusqu'à atteindre la taille d'un géant que rien ne pourrait arrêter. Et déjà, son corps était devenu tellement énorme qu'il aurait pu briser d'une seule main le vaisseau qui glissait vers lui. Le vaisseau à bord duquel il y avait Flynn, Yori et Dumont. Conscient du danger, Flynn réussit à faire virer le navire. Il se leva brusquement. Yori, prends les commandes. Dirige le vaisseau vers le globe lumineux du maître programme. Qu'est-ce que tu veux faire? Si on tente pas quelque chose, Tron est perdu. Je vais sauter dans le globe. Non, tu vas être désintégré. Yori voulut l'arrêter, mais déjà Flynn disparaissait dans la lumière incandescente pour s'enfoncer profondément au cœur du maître programme. Or, c'est à cet instant que l'événement se produisit. Le maître programme avait senti une présence étrangère dans ses circuits les plus profonds. Il voulut donc réagir, mais tous ses pouvoirs étaient dans le corps de Sark. Et sur le sol, Tron vit que le géant commençait à tituber. Alors, sans hésiter, il jeta de toutes ses forces son disque dans le canal d'accès du maître programme. Et soudain, ce fut l'explosion. Le gigantesque maître programme était en train de se dissoudre, tandis que Sark disparaissait lentement en une gerbe d'étincelles blanches. Quelques minutes plus tard, le maître programme n'existait plus. Tron. Tron. Tron, nous avons réussi. Oui, Flynn. Oh, il a fait quelque chose d'incroyable. Il a sauté au cœur du maître programme et a réussi à le distraire juste assez longtemps pour te permettre de lancer ton disque. Est-ce que tu penses qu'il sait que nous avons gagné? Regardez, mes amis. Regardez. Toutes les lumières reviennent dans la cité. Notre monde est libre désormais. Libre! J'aimerais tant que Flynn soit avec nous pour voir ça. Je suis sûr que maintenant, il sait que nous avons réussi. Et un jour, il reprendra contact avec nous. Un choc, une douleur cuisante dans le dos. Flynn ouvrit les yeux. Était-ce possible? Était-il vraiment revenu dans son monde? Cet écran là devant lui, était-ce le même que celui devant lequel il s'était trouvé avant d'être aspiré à l'intérieur de l'ordinateur? D'une main tremblante, il palpa son visage, puis la console. Oui, c'était vrai. Il était revenu dans le monde réel. Ainsi, ils avaient donc réussi. Oui, ils étaient parvenus à anéantir le terrible maître programme. Lentement, Flynn s'assit devant l'écran et poussa un soupir de soulagement. Devant lui, la liste de tous les programmes qu'il avait conçus et que Dillinger lui avait volés venait d'apparaître. Une preuve irréfutable, grâce à laquelle lui, Kevin Flynn, reprendrait la place qui était la sienne dans la firme MCOM. À cet instant, il savait que Dillinger, lui aussi, avait compris. Le programme diabolique que ce dernier avait mis au point était désormais anéanti en même temps que sa carrière. Lentement,
Kevin Flynn approcha ses yeux de l'écran du terminal. Là, derrière, il le savait maintenant, il y avait tout un monde. Un monde désormais libéré. Un monde étonnant, où la vie électronique avait étrangement le goût de la vie.